OK. Alors, tous les trois, vous avez comme souligné le défi que pouvait représenter le fait d'avoir des œuvres d'art numériques. Et puis, dans les recommandations à la Ville de Montréal, vous suggérez vraiment une œuvre d'art numérique à durée fixe, de privilégier des œuvres d'art numériques à durée fixe. Dans les premières journées du colloque, Emmanuel Guèze a fait une présentation où il soulevait la question de mettre en scène la fin d'une œuvre, le fait qu'elle ne peut pas durer tant de temps. Est-ce que vous êtes déjà penché sur si c'est possible de le faire dans votre situation? De prévoir une mise en scène qui... Oui, bien, c'est parce que l'œuvre, dans la présentation d'Emmanuel Guèze, Emmanuel Guèze prenait notamment une œuvre qui s'appelle Un ange passe sur Twitter, qui était une petite danseuse qui tournait à chaque fois que le mot ange passait sur Twitter. Et puis, Emmanuel a souligné qu'en 2000, je ne me souviens plus exactement des dates, il y a eu un changement d'application sur Twitter. Alors, donc, ils ont dû tout rechanger l'application. Puis en 2012, ou en tout cas le dernier changement qu'il y a eu sur Twitter, ils ont décidé de ne pas changer l'application dans l'œuvre et de mettre en scène le fait qu'elle était finie, qu'elle s'arrêtait parce qu'il y avait eu un choix délibéré de ne pas mettre en scène ou de ne pas mettre à jour l'application. Puis ils ont pris en charge le fait de mettre en scène le fait que cette œuvre-là avait eu un fonctionnement dans un moment donné, mais en mettant en scène le fait qu'elle ne fonctionnait plus, elle avait toujours un sens. Est-ce que ça s'est déjà présenté? Est-ce que c'est envisageable? J'imagine que dans des institutions publiques, vous n'avez pas autant de latitude, mais peut-être, M. Rochon, comme c'est votre collection personnelle, peut-être avez-vous plus de latitude, si je peux m'exprimer comme ça. Puis, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que toutes les œuvres chez vous fonctionnent toujours ou pourraient fonctionner toujours? Je pense ça marche. Ah oui. Je pense qu'à ma connaissance, en tout cas, il marche toujours. Là. Peut-être selon l'entreposage. C'est un peu comme un sapin de Noël, là, quand on le sort. On ne sait jamais si les lumières vont encore fonctionner. Là. Donc, puis là, tu peux gosser longtemps pour trouver c'est laquelle qui ne marche pas. Là. Mais jusqu'à date, ça a toujours été correct. Je ne me verrais pas acquérir une œuvre sachant qu'elle a comme une durée de vie assez courte. Là. C'est drôle, dans une des choses qui fait que j'aime acheter de l'art, c'est que j'ai l'impression que j'achète quelque chose qui va me survivre. Là. Donc, j'aime moins ça quand c'est dans l'autre sens. Là. Oui, vous avez fait un engagement quand même, vous avez des très belles œuvres, puis vous avez fait quand même un engagement assez audacieux avec des œuvres qui ne vous donnent pas une garantie de survie. Non, ils n'ont pas de garantie, mais j'ose espérer que. OK. Ou qu'on va trouver des solutions pour les préserver. Là. Okay. Peut-être que ce ne sera pas exactement, comme peut-être de Barbara Steinman, un jour, il va falloir se résigner à mettre un autre système de luminosité, mais dans le fond, c'est pas ça qui est le plus important dans l'œuvre, quel genre de lumière, que le mot silence apparaît. L'important, c'est de voir silence. Là. Donc, on peut adapter les œuvres aussi à des nouvelles technologies. Hein. Puis, à la Ville, vous, qu'est-ce que vous envisagez quand l'œuvre va... Comme vous recommandez des œuvres à durée fixe, oui, comment vous envisagez de faire vivre votre collection documentée ou le fait que vous avez investi dans des œuvres comme ça à un moment donné? Oui, mais bon, c'est ça. Là, il faut vivre avec notre époque aussi. Puis, je veux dire, la Ville est de plus en plus sensibilisée à ça. Elle l'était moins avant, il y a quelques années. Mais là, avec des projets comme celui-là, justement, on investit aussi dans les productions temporaires en subventionnant les projets du quartier des spectacles et tout. Donc, on peut quand même prévoir, l'œuvre est documentée. Je veux dire, on a fait la vidéo que vous avez vue qui, justement, atteste de tout le processus de création. Mais on est vraiment, je dirais, à l'heure des choix en 2016 parce que l'œuvre, dans le contrat, nous, ça stipulait que l'œuvre devait fonctionner pour au moins 3 ans.
Donc là, on est en 2016 et on est justement à l'heure de décider avec les artistes. Donc, on s'est donné une marge de manœuvre, une liberté justement pour ne pas dire, bon, bien, après 3 ans, si l'œuvre perd de sa substance, les images sont moins belles, il y a des choses, est-ce qu'on va, dans le fond, porter atteinte aux droits des artistes en présentant une œuvre qui n'est pas intéressante ou qui a perdu de son efficacité ou qui ne correspond plus à ce qu'elle devait être? Donc, on s'est vraiment donné la possibilité de réfléchir avec les artistes pour la suite des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une durée fixe avec possibilité de voir plus loin si les artistes sont d'accord avec ça. Mais le planétarium, pour leur part, sont très, très contents, puis ils voudraient la garder, pour le plus longtemps possible. Là. Mais c'est une discussion qu'on va avoir à faire avec les artistes. Dans le cas d'installation, Oui. quand vous avez eu des œuvres qui étaient en monde qui ne fonctionnaient pas, avez-vous envisagé de prendre en charge d'une façon ludique et d'afficher? Comment vous avez traité ça? Parce que c'est un peu la même problématique. Là. Non, on a traité ça de la façon la plus ennuyeuse possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est prévu avec les gens de la sécurité que quand il y a une œuvre qui s'éteint, ben, il y a un panneau qui dit « Désolé, out of order ». Puis on va la réparer bientôt. Donc, il n'y a pas on n'a pas ça. On a ajouté une image de la boule de miroir. On a ajouté une image à côté parce que la boule de miroir est dans un espace. C'est pas l'image qui est chez nous, là. C'est pas l'image de la présentation actuelle. Donc, c'est dans un espace fermé. Et donc, quand l'œuvre ne fonctionne pas, la porte est fermée et le panneau est devant la porte qui dit ben, revenez un autre tantôt. Donc là, on n'a pas ça, mais on a par contre une réflexion sur les expositions, c'est-à-dire les expositions qu'on peut envoyer en circulation, qu'on n'envoie pas en circulation. Il y a cette idée d'une présentation où il fallait être là, puis si on l'a raté, ben ben, ça fait partie du jeu. On a certaines des installations qui jouent sur l'invisibilité, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour que les visiteurs, et l'immatérialité aussi, qui ne sont pas numériques, là, mais que les visiteurs les voient absolument juste pas. Et ça fait partie du jeu de l'œuvre. C'est l'œuvre qui l'assume. On anime en fin de semaine prochaine une série d'installations par des performances. Et encore là, les installations vont être modifiées par les artistes eux-mêmes dans le cadre de performances. Mais cette idée de la mort ou de la mise en scène ludique, ça, je vais aller voir le... Mais dans la présentation d'Emmanuel Guès, il y avait comme il y avait une œuvre où ils avaient choisi de mettre, il est de la nature d'être des dispositifs, d'avoir une durée de vie limitée. Puis, alors, c'est possible, ça pourrait être envisageable dans un contexte. Et l'œuvre demeure éloquente aussi dans le contexte. Ben, c'est réellement un apprentissage. Je vais aller voir, je vais apprendre parce que c'est un apprentissage que le musée a à faire. On n'a pas ce réflexe-là, on est encore dans le réflexe de faut à tout prix, par tous les moyens, par émulation, par migration, par d'autres techniques, d'autres méthodes, de garder l'œuvre vivante sans évidemment la transformer. Mais c'est ça, c'est un réflexe de collectionneur. On est assez straight de ce côté-là. Bien, c'est ça, la ville, c'est pareil, mais je veux dire, peut-être qu'il va y avoir d'autres moyens peut-être l'idée de mettre en scène, justement, la disparition de l'œuvre, ça peut être intéressant aussi. C'est ça, ça donne des idées de différents scénarios possibles là, pour l'œuvre justement, qui disparaît, puis qu'on a eu dans la collection pendant un certain temps. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, des questions du public? Là, moi, j'ai les lumières dans les yeux, ça fait que je ne suis pas capable de voir s'il y a des... Dominique? OK. Merci. Moi, j'ai une question pour la scène ou le public. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs réponses, et c'est une question relative à la présentation de Bernard Lamarche sur une pièce de Steve Heimbecker que j'ai eu la chance de voir à Linz, Wind Cascade Array Machine. Sachant que vous donnez sur votre slide 2 dates qui sont essentielles, et on comprend pourquoi, sachant que vous êtes un musée. Vous donnez 2003, qui est la date de la création de l'œuvre, qui est la plus importante, et vous donnez 2013, qui est la date de l'intégration de la collection.
Sachant que cette œuvre reste aussi intéressante qu'elle était, même si on la recontextualise, ce que vous expliquez très bien d'ailleurs, en disant aujourd'hui on a les technologies Apple, mais quand l'artiste l'a fait, moi j'ai vu les photos, c'est des bouteilles de plastique renversées sur des tuyaux qui réagissent au vent d'ici à Toronto. Moi, quand je l'ai vu, je ne sais pas où étaient les capteurs. Et maintenant, comme vous nous dites, c'était sur le toit de la SAT, je crois. Non. À Montréal, Fondation Daniel Langlois. à Montréal, c'est à la Fondation Daniel Langlois. À Québec, c'est sur les toits de Méduse, qui est un complexe de centres d'artistes qui diffusait à Toronto. Et donc, j'en arrive à la question. On comprend que il est plus possible, voire pas souhaitable, sachant qu'il y aurait un certain coût de continuer à la relier à un toit. Et donc, je pense, me concernant, que vous faites bien de la repenser avec l'artiste, sachant là qu'il est vivant, et j'espère qu'il va très bien. Il va très bien. Ok. Et il n'empêche que c'est quasi une version 2, si on utilisait un terme de logiciel, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une œuvre. Donc, on pourrait considérer qu'il y a une troisième date qui est peut-être aussi importante que la date d'acquisition, peut-être même plus importante d'ailleurs, qui est la date de, on pourrait dire, réactivation, ou on pourrait dire, pas d'amélioration, mais plutôt de réactivation, on va dire. Et en fait, il y a plusieurs écoles, et selon les pays, on sait que c'est lié, ce que Emmanuel saurait expliquer beaucoup mieux que moi, au rapport à l'archéologie, même pas seulement des médias, c'est l'archéologie en Allemagne, à Berlin, à Tokyo, à Montréal, et je dirais presque que ça n'a rien à voir. Il y a en Italie, c'est différentes écoles. Quel est votre point de vue en tant que conservateur de l'œuvre sur le fait que l'on devrait, peut-être ou pas, mettre cette troisième date, sachant qu'on le fait ou on ne le fait pas, ça dépend. Je sais par exemple qu'au MoMA, ce n'est pas systématique, même si Paola Antonelli se pose ces questions, évidemment. Donc quel est votre point de vue? Et donc, cette troisième date serait la date à partir du moment où on a transformé l'œuvre. Oui, ce que fait par exemple David Rugby, Oui. de Toronto, je crois, pour notamment Very Nervous System, qui est une pièce historique que j'aime beaucoup aussi. Je ne me rappelle plus bien les dates, mais je sais qu'en général, il donne deux dates. Il donne la première date et la deuxième. Ce que fait aussi Max Dean avec The Robotic Chair, où pareil, il donne une date et une deuxième date 15 ans après. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui, dans ce domaine-là, donnent deux dates, sous-entendant qu'il y a peut-être eu plusieurs versions, qu'il y en a une première, une dernière, et qu'après, on a arrêté de l'améliorer, comme l'exemple que tu donnais, Marie, tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette multitude de dates, ou est-ce que finalement, c'est, on va dire, la première qui fait date? C'est une superbe question parce que ce que ça pose, c'est les différents moments de l'œuvre. C'est-à-dire, sauf erreur, il faudrait que je retourne à la fiche d'acquisition que j'ai rédigée où je tiens compte de toutes ces dates qui sont consignées donc, dans le rapport d'acquisition. Mais sauf erreur, je pense que Steven lui-même a déjà présenté Pod sans Windary Cascade Machine, donc où il n'y avait pas le rapport à Internet et donc il faisait jouer les données dans la machine comme on pourrait faire jouer une musique dans un lecteur quelconque. Et cela dit, sauf erreur, je pense que la dernière exposition avant acquisition, c'est 2007 à Lima par Molière. Je pense que j'ai à peu près raison là-dessus. Et l'œuvre est définitivement transformée en 2013 au moment de l'acquisition. Donc, dans ce cas-là précis, je pense que, en fait, toutes ces dates sont consignées d'une part, et dans ce moment-là précis, la transformation ultime, parce que là, on ne peut pas revenir en arrière, et oui, on a considéré reconstruire Windary Cascade Machine, qui est vraiment faite avec, c'est des ressorts, c'est du caoutchouc, c'est effectivement des bouteilles de plastique. On a sérieusement réfléchi à reconstruire cette œuvre-là, et là, on s'est dit qu'on perdait. Si on le faisait, on perdait quelque chose, c'est-à-dire le moment où l'œuvre a été inventée, c'est-à-dire que quand on connaît comment l'œuvre a été faite, ils sont partis pour faire les cartes graphiques, bien, ils sont partis d'un plastique vert et ils ont dessiné les cartes graphiques. Ils ont inventé le niveau qui envoie l'information sur l'Internet. Et donc, on perdrait même ça, ce côté bricole, ce côté, pour parler comme Lévi-Strauss, bricolage, presque même sauvage, même si c'est une œuvre hyper sophistiquée à l'époque. Donc, dans ce cas-là, les dates coïncident un peu trop fort, mais effectivement, c'est une réflexion à... Moi, je serais partant pour
rendre public, ou en tout cas, ou même donner au public devant l'œuvre ces différentes dates-là, parce qu'effectivement, il y a quelque chose comme une modification de l'esprit. Cela dit, le cartel, le texte en salle, ben, lui, il tient compte de cette transformation-là. C'est-à-dire que je parle plus d'un je parle pas d'un espace, mais je parle évidemment du rapport au temps. Donc, effectivement, ça change même le propos, mais l'esprit de l'œuvre. Un peu. OK. Il y a 2 personnes qui veulent intervenir. Moi, j'ai un commentaire sur les dates, par exemple. Moi, à Molière, je viens de présenter A Machine for Taking Time de David Rugby. La Machine for Taking Time de David Rugby a été fait, le dispositif a été fait une première fois par Oakville Gallery, où est-ce que la machine captait, balayait et balayait le point de vue devant Oakville Gallery. Alors là, il y a comme une première occurrence du dispositif qui génère une première base de données. La Fondation Daniel Langlois, dans le cadre de son 10e anniversaire, a produit une deuxième occurrence du dispositif où il y avait une caméra qui balayait à l'est de Montréal, puis une caméra qui balayait à l'ouest de Montréal, pour constituer les 2 bases de données qui ont été la base de Machine for Taking Time. Quand moi, j'ai présenté Machine for Taking Time, je l'ai présenté dans la black box. Normalement, c'est 2 écrans. Je l'ai présenté un écran, normalement, un écran, puis en projection. Normalement, c'est présenté 2 écrans vis-à-vis sur des moniteurs. Moi, j'ai présenté l'Est une journée, l'Ouest une journée. On l'a mis dans le traitement de la base de données, puis c'était présenté en très, très grand. De l'avis de tous qui avaient déjà vu cette œuvre-là, le fait de le présenter en très grand changeait la nature de l'œuvre. Le balayage se faisait comme ça quand l'œuvre faisait la base de données à l'origine. Puis là, tout à coup, on voyait la petite madame qui arrose ses fleurs, les rideaux qui se ferment, qui s'ouvrent, un papa qui se promène avec son enfant, des détails qu'on ne voyait pas à l'écran quand c'est juste ça a l'air juste d'un balayage de... Quelle date on met? C'est le dispositif, parce que c'est le même Machine for Taking Time. Puis si on va sur le site de David Rugby, tout s'appelle Machine for Taking Time. C'est sûr que David fait comme un suivi de la première occurrence qui est faite avec la première base de données, mais la signature est sur le dispositif de captation, de constitution de la base de données. La signature est sur la projection de la présentation. Où s'applique la signature, où s'applique la date. Et puis, bien, quelle longueur va être le cartel dans le contexte? Mais il y a un truc qui est fascinant, puis j'y pense à peine, c'est que les données qu'on a acquis, on a acheté 2 périodes de temps, 2003-2004, donc des vents qui ont soufflé sur Québec à l'époque. Donc, c'est toujours fascinant de présenter l'œuvre comme si elle nous ramenait ces vents-là qui ont soufflé jadis. Bon, c'est un peu comme ça que je l'ai écrit avec un petit élan romantique, là, mais bon. Mais en ce moment, à la Place des Arts, dans ce qu'on appelle l'espace des pas perdus, je pense, il y a une œuvre, une grande œuvre, un immense écran vidéo, et il y a une des œuvres de Stephen Baker, et sauf erreur, et là, c'est comme une nuée vidéo, comme une espèce de truc qui joue un peu sur l'idée du nuage. Sauf erreur, je pense que c'est les mêmes données. Donc, il utilise les données qu'on a acquises pour une toute autre œuvre, et ça, il l'avait déjà fait à l'époque, c'est juste que là, il l'a adapté sur un nouvel écran. Et donc, dans ce cas-là, Pod et l'autre élément vidéo dont j'oublie le titre deviennent véritablement des instruments, comme un instrument de musique, qui interprètent les données. Et ça aussi, il faudrait, à ce compte-là, il faudrait aussi le prendre en considération pour dire, regardez, les données donnent plusieurs rendus. Mais c'est une belle question. Catherine? Ma question s'adresse, en fait, c'est un commentaire, question à Bernard. Peut-être ça peut aussi s'adresser à M. Rochon. Étant une artiste en art cinétique, en installation cinétique et sonore, je me pose beaucoup, effectivement, la question de la conservation. Et en fait, je trouvais ça très intéressant, l'idée du prototype. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse et je me demande si vous y avez pensé, c'est que quand il s'agit de prototypes, c'est des œuvres que les artistes ont envie de faire évoluer. Pour moi, une œuvre cinétique et sonore ne s'arrête jamais dans le temps.
Alors, je m'attendrais à ce que, lorsqu'un musée acquiert une de nos œuvres, à Sabin et moi, que d'une certaine manière, on vient avec, dans le temps. C'est-à-dire que ça soit 10 ans, 20 ans, si l'œuvre a un problème quelconque. Et ce qui m'a étonné tout à l'heure, c'est que tu as dit que tu avais fait appel à un ingénieux électricien, ce qui est absolument extraordinaire, ou à d'autres personnes. Par contre, je n'ai pas entendu que tu avais fait appel aux artistes. Alors, je me pose la question, parce que dans un contrat d'acquisition, est-ce qu'on pourrait penser que 10 ans... pardon? Oui, c'est ce que je veux dire. Service après-vente. Ou un service après-vente, mais même dans le cas de circulation, l'artiste vient avec, Toujours. tant qu'il est vivant. Toujours. Et c'est une manière de transmettre le savoir aux personnes qui sont au musée. En Donc, fait, ce serait ma première question, parce que j'en ai quelques-unes. En fait, je ne l'ai tout simplement pas dit, mais ce qui est la beauté de la chose, c'est que moi, j'ai assisté à une discussion. Il y en a qui connaissent peut-être Manon Labrec ici, qui est une personne absolument extraordinaire, toute douce, toute délicate, mais hyper nerveuse. Donc, les plus beaux moments de ce montage-là, c'était de moi entendre la discussion entre Manon et l'électricien en question. Effectivement, dans tous les cas, les artistes étaient présents là, dans le montage de ces œuvres-là, sauf les artistes qui sont décédés. Il y en avait dans l'exposition aussi. Il y en a dans l'exposition aussi. On travaille toujours avec les artistes, mais nous, ce qu'on cherche à faire à chaque cas, à chaque montage, et qui est à le modifier, c'est qu'on a un cahier de charges et on cherche à être le plus autonome possible à chaque montage, et même donc de rendre l'artiste complice sur le mode d'exposition, les problèmes que peuvent poser une exposition de groupe, notamment pour la gestion du son et le parasitage d'une œuvre à l'autre. Donc, ils deviennent complices au niveau du plan de salle, au départ, mais aussi, ils sont complices tout du long si on rencontre des problèmes. Mais ce qu'on vise, c'est préférablement régler tous les problèmes et donc devenir autonome pour monter l'œuvre. La minute qu'on a un souci, on a contacté. Manon est même parti. On l'a ramené de Montréal pour dire attends, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Puis c'est là que l'électricien est entré en jeu. Par contre, j'ai aussi une autre bonne anecdote, mais qui n'a rien à voir avec les arts numériques. C'est qu'on a une œuvre dans une autre salle qui est une œuvre de Claudie Gagnon qui fait dans le tableau vivant, mais cette fois-ci, c'est une installation qui est disséminée dans l'espace. Et donc, il a fallu que je fasse des autres artistes dans la salle, des complices de Claudie. Et il y a Louis Forcier, entre autres, qui travaille la cire, qui est venu m'aider, moi, à monter la pièce de Claudie. Et donc, ça aussi, c'est un moment, pour moi, qui est magique comme conservateur de musée. On a monté la pièce de Louis, il est arrivé quand c'était monté. Claudie n'a pas participé à son montage, mais Louis m'a aidé à monter la pièce de Claudie pour justement nous aider à décider jusqu'où l'œuvre de Claudie pouvait parasiter la sienne. Donc, donc, on travaille toujours en complicité avec les artistes comme ça. C'est vraiment notre première ressource. Mais dans ce cas-là, Manon était très contente de voir arriver l'électricien en question. Mais ce sont des œuvres qui vivent dans le temps. Donc, oui. La question de la date, il y a la question des versions qui viennent avec. Comme par exemple, nous, on a une œuvre qui a tourné beaucoup récemment. Là, on repense à changer certaines parties, à changer certaines pièces, à faire la programmation, à améliorer la programmation. C'est des œuvres qui ne peuvent pas s'arrêter dans le temps. Donc, il faut les penser de cette manière-là, même dans la conservation. La question de la date, moi, je pense qu'il y a plusieurs dates. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir juste une date. Ce n'est pas possible. Même dans une installation cinétique et sonore, à partir du moment, moi, je change les bocaux de verre qui font partie de mon installation cinétique, je décide qu'ils ne sont plus transparents et qu'ils sont de couleur, je suis obligée de mettre une autre date. Alors, c'est ça. Donc, on n'est plus dans une date, on est dans une continuité d'une œuvre dans le temps qui va continuer jusqu'à temps, au moins que l'artiste soit vivant, mais aussi jusqu'à la mort de la machine, parce que ça, c'est une chose que je trouve très intéressante. La machine peut mourir aussi si on le décide. Mais tant qu'on ne le décide pas, il faut l'alimenter, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin. Oui, ça, c'est sûr. On a une œuvre dans la collection de Martin Boisseau qui utilisait, ça n'a pas duré très longtemps, des petits téléviseurs avec un vidéocassette intégré. Oui. Ah oui. Donc là, il faut leur trouver une manière d'émuler la chose parce que ça n'existe plus, puis la technologie n'existe plus. Puis, et d'autant plus que lui, c'est sur un moteur, donc la télé
Ils jouaient la tête en bas et donc ça modifiait l'image parce que les lecteurs eux-mêmes, en tout cas au niveau magnétique, ça modifiait beaucoup l'image. Cela dit, tous ces changements-là sont aussi consignés dans nos archives. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, si on acquiert une œuvre, nous, c'est sûr qu'on permet toujours aux artistes, dans une certaine mesure, de modifier les œuvres après acquisition. Mais ça, il faut voir, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est à chaque occurrence. C'est-à-dire que quand c'est dans la réserve, c'est dans la réserve, mais si on l'expose et qu'il y a des choses à modifier, bien, tout ça va être forcément consigné à la fois dans le cahier de charge, dans les archives. Et donc, toutes ces dates-là existent. Et donc, nous, on a une liste de... Et à chaque date correspond une série de changements qui ont été faits. Donc, quelqu'un qui voudra documenter ça, il n'y a aucun souci. C'est bien. Et en ce qui concerne les collections d'art public, on vient de terminer une œuvre, une installation sonore donc sculpturale et interactive dans le clocher du CHUM. Et je peux vous dire que c'était toute une aventure. Parce que justement, on est des pionniers. Là. Apparemment, on m'a dit qu'il y en avait eu une que je ne réussirais pas à retrouver, qui était une de Charles Daudelin. Apparemment, il y a eu du son, qui était une œuvre d'art public, en fait, qui a arrêté de fonctionner, mais je n'arrive pas à en trouver la trace. Parce qu'en ce moment, on dit que l'œuvre dans le clocher, c'est la première œuvre sonore d'art public, mais peut-être pas. Peut-être c'est la deuxième. Mais ça, ce n'est pas très important. Mais c'est surtout que l'apprentissage qui a été très, très intéressant, c'est de travailler effectivement avec des gens qui vont entretenir l'œuvre. Et dans ce cas-ci, au CHUM, ils ont une équipe assez incroyable. Et ça, nous, on ne le savait pas à ce point-là, où on a fait un cahier de charge impressionnant là, avec un ingénieur. Et ils vont entretenir l'œuvre. Mais la responsabilité d'une œuvre pendant 3 ans pour des artistes sur le territoire extérieur, en plus, nous, le clocher, c'est en partie à l'extérieur, en partie à l'intérieur, c'est vraiment une expérience. En fait, c'est vraiment un défi parce qu'on a l'hiver. Si on n'avait pas l'hiver, le défi serait peut-être un peu moins grand. Et je vous dirais que pour nous, c'était une expérience très intéressante, très enrichissante. Par contre, ça peut être effectivement très inquiétant pour des artistes de se rendre compte qu'on est responsable pendant 3 ans d'une œuvre extérieure avec des composantes technologiques et qui sont, je veux dire, aux intempéries. Et on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, pour nous, c'est une expérimentation. En fait, on expérimente quelque chose que très peu de gens ont expérimenté encore au niveau de l'art public. Bien, ce qu'on a fait, nous, si je peux me permettre, dans le contrat, ça a tout été décidé au départ. C'est ça, on se demandait parce que, justement, les artistes ne voulaient pas être responsables de tous les équipements et tout. Ils se disent, bon, si l'ordinateur lâche dans X temps, ce n'est pas de notre ressort et tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis une responsabilité des artistes pour une période de rodage qui était de 3 mois. Après ça, on prenait les garanties parce que la Ville de Montréal, dans ses contrats de type, par exemple, l'œuvre doit être garantie pour une période de 5 ans, puis bon, contre les défauts et tout ça, mais ça ne pouvait pas s'appliquer pour une œuvre numérique. Fait qu'on a dû tout refaire les contrats avec le contentieux et tout, puis négocier beaucoup avec les artistes, puis ça a fait l'objet d'un gros travail. Mais finalement, ce qui a été conclu, c'est qu'on allait récupérer, dans le fond, les garanties des équipements. Et donc, s'il y a quelque chose qui lâchait en cours de route, ce qui est arrivé, il y a eu le disque dur qui a sauté, bon, bien là, à ce moment-là, c'était... on a fait changer de disque. Donc, c'était les garanties des équipements qui s'appliquaient. Et puis, la chance qu'on a eue aussi, pourquoi on a donné notre aval à ce projet-là au départ, c'est qu'il y avait également au planétarium toute une équipe assez chevronnée. Tu sais, ils ont des œuvres technologiques, ils ont des théâtres avec des projections et tout. Donc, ils ont vraiment des informaticiens qui sont là tout le temps. Et on avait un cahier un guide d'entretien, de maintenance et tout, où vraiment tout est indiqué. Puis, en cas de problème, qui appeler. Puis, la chose qui est intéressante aussi, c'est que nous, contrairement à ce qui se fait dans le cas du 1 %, c'est qu'on accompagne tout le long du projet parce que l'œuvre s'inscrit dans notre collection. Donc, si jamais il y a un problème, 2 ans, 3 ans après, il y a toujours quelqu'un au bureau d'art public qui est là puis qui peut faire le suivi. Donc, c'est arrivé 1 an après, par exemple, où il y avait un problème, mais les artistes sont là, ils ne disparaissent pas, puis on est toujours en lien avec eux autres aussi. Donc, il n'y a pas de...
je veux dire, on ne perd pas comment dire, le contact. Puis ça permet aux artistes justement d'être sûrs qu'on ne va pas s'assurer que l'œuvre soit là puis qu'on ne l'entretienne pas, mais que s'il y a quelque chose, on va revenir vers eux un peu comme dans un musée pour voir comment on peut solutionner le problème et tout. Donc, on avait toute une équipe à qui on pouvait se référer, là, dans le fond. C'est ça. Ben oui. Il y a différents exemples aussi. Moi, j'ai présenté, je pense que c'est en 2010, au Musée de Rimouski, une exposition d'Alan Storick, qui est un artiste canadien qui est connu pour avoir fait plusieurs œuvres d'art cinétiques et technologiques. Je pense que Alan, le pendule dans le hall d'entrée de la banque HSBC, dans le centre-ville de Vancouver, doit avoir maintenant plus de 30 ans et fonctionne toujours. Et puis moi, j'ai dit à Alan, j'ai dit, comment tu te protèges? Tu sais, comment tu fais? Comment tu vas-tu? Tu es en train d'être obligé de parcourir Vancouver, Seattle, et parce que Alan a eu plusieurs commandes à Vancouver, à Seattle, puis sur la côte ouest, pour tout entretenir tes bébés. Il m'a dit non, maintenant, ce que je fais, quand je présente une commande, puis qu'ils veulent une œuvre cinétique de ma part ou une œuvre technologique de ma part, je dépose avec le projet une offre de contrat dans lequel, moi, ils acceptent de me céder le contrat de la maintenance de l'œuvre pour les 4 premières années. Alors, ils vont le payer et le résultat de la fin du contrat, c'est un cahier de charges pour entretenir l'œuvre. Alan, il dit, dans un tour de 4 ans, tout ce qui va péter régulier va péter. Ça fait qu'il dit, après 4 ans, il est capable de faire, il va avoir trouvé toutes les façons, puis lui, il a le contrat de maintenance, puis il dit, après ça, il est capable de faire un cahier de charges où ça peut être pris par une maintenance d'immeuble à la limite, là, parce que le processus pour le... Ah, mais de toute façon, nous quand on fait appel aux artistes, on les engage comme consultants sur leur propre œuvre. C'est-à-dire que même si ça dure 25 ans de temps, s'ils viennent travailler une journée avec nous, on les engage là, pour ça. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas leurs frais, c'est pas leur. Puis tous les équipements, ça vient de nous. Ou s'ils vont nous donner peut-être des nouveaux équipements, puis c'est arrivé avec Diane, parce que Diane Morin, Diane Landry, là, mais Diane Landry récemment. Donc, on a installé une de ses œuvres qui est dans la collection. Pour l'installer, est arrivé avec une nouvelle série d'ordinateurs super, machin. Puis, sans nous le dire même, j'ai dit, d'où ça vient ça? J'ai acheté ça. Je dis, non, c'est hors de question. Là. Puis elle léguait ça au musée. J'ai dit, c'est hors de question. Fait qu'on, on a fait un contrat d'achat-vente, machin, on s'est organisé. Mais donc, c'est sûr que nous, on les engage. Cela dit, on a une œuvre en ce moment qui est devant le musée, une œuvre publique, donc, de Michel Debrouin, qui est une fausse télévision en fonte dans laquelle il y a une vraie flamme. Donc, ça renverse un peu la... je vais avoir un blanc, là. Jan Debitz, qui est l'artiste flamand qui avait... Oui, c'est ça, en 68, je pense, pour une télé... C'est ça, merci. En 68, je pense, pour la télé, la 4e chaîne allemande. Là. Donc, il a un peu renversé la proposition. On a une fausse télé avec une vraie flamme. Effectivement, nous, on se donne une année pour traverser tous les problèmes. Et à date, je pense qu'on en a déjà vu un certain lot. Ça fait 3 mois que l'œuvre est là. Ça fait 2 fois qu'on la retire pour la nettoyer, entre autres, parce qu'il y a de la suie partout. Puis bon, c'est une autre histoire. Et là, déjà, l'artiste il est en train de nous proposer des nouvelles solutions. Puis là, il va y avoir un arrangement financier, c'est sûr. Nous, on ne l'arrête pas du tout. C'est-à-dire, on la prend la responsabilité au complet parce qu'on, comme je disais tantôt, on sait qu'on achète un prototype et on sait qu'il va y avoir un service après-vente. C'est sûr que si ça ne fonctionne pas du tout, la première présentation, on fait comme un petit peu, là, on va régler 2-3 trucs. Mais après coup, quand on fait venir l'artiste, on le paye, c'est sûr. Il m'a semblé avoir vu la main de Luc Courchaine et puis Emmanuel. Est-ce que c'est pas ça? Oui. OK, alors Luc, Emmanuel, puis après ça. OK. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup la phrase de Riopel, je crois, qui disait « Une œuvre d'art n'est jamais terminée. C'est juste qu'à un moment donné, on l'abandonne. » Les artistes abandonnent leurs œuvres quand ils ont le sentiment qu'ils sont allés au bout d'une démarche. Puis, généralement, c'est, bon, on fait le premier prototype, on le présente devant le public, on l'améliore, on ajoute de la robustesse.
Et puis, après un certain cycle, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tout à coup, il y a moins de demandes. Donc, l'œuvre s'en va en entreposage. Puis l'artiste, lui, il se dit, bon, ben, j'ai fait mon prototype, il a été vu, puis je passe à autre chose. Donc, pour moi, si on revient à la question de la date, c'est dans ce travail de prototypage qui peut durer quelques années, il y a c'est les dates de présentation publique. C'est-à-dire que si la première fois que l'œuvre est présentée publiquement, c'est comme un rendez-vous entre quelque chose qui est une idée, puis qui rencontre son public, puis ça, c'est une date importante. Après ça, il peut y avoir des itérations, il peut y avoir des upgrades, et puis tant que l'artiste est vivant, si l'œuvre ne veut pas mourir, ça peut arriver, une œuvre on pense qu'on a terminée, puis tout à coup quelqu'un dit « Ah, ben, je voudrais l'exposer ». Après 10 ans, ben là, on dit comme la question de l'art de Noël, on va le brancher, puis on va voir si ça allume encore. Si ça n'allume pas, ben, si l'artiste est vivant, si l'équipe de l'artiste est encore là aussi, on a des bonnes chances de la faire fonctionner. Mais en général, la compétence de l'artiste est assez limitée. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans l'art numérique, c'est le fait que les œuvres soient datées. Une œuvre de 1998 avec un lecteur vidéodisque HyperCard, ça appartient en fait à cette époque. Et puis, 3 ans plus tard, il n'y a plus de vidéodisque, la vidéo est devenue numérique. Et puis là, on a changé de paradigme au fond. Puis les artistes s'adaptent à ça. Ceux qui veulent continuer à travailler sont obligés de s'adapter aux nouvelles technologies. Mais récemment, j'ai vécu une chose intéressante au GRM à Paris. Le GRM, c'est l'institution qui a été fondée par ceux qui ont inventé la musique spécialisée, tout ça. Pierre-Henri Schaeffer et tout ça. Et puis les gens qui sont là aujourd'hui sont en train de faire de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire qu'ils prennent des synthétiseurs qui ont marché à l'époque, qui ne marchent plus, et puis ils refont les mêmes appareils, mais avec des appareils qui sont faits exactement comme on les aurait fait à l'époque, mais flambant neufs. Et puis la rétro-ingénierie, ça n'intéresse pas du tout les artistes. Ça intéresse ceux qui ne veulent pas que les œuvres meurent. Donc, c'est fantastique. Moi, je trouve que c'est un hommage extraordinaire de dire ce vieux synthétiseur, le Pike Abbey Synthesizer, qui a été développé par Pike et puis Abbey, qui a pourri ou rouillé dans un sous-sol du MIT. Tout à coup, quelqu'un le reprend et il le refait, en fait, flambant neuf, pour le faire marcher, pour retrouver l'esthétique ou la texture de l'époque. Fait que ça, c'est intéressant, mais c'est plus les artistes qui font ça, c'est d'autres gens, des ingénieurs ou des gens qui ont décidé de redonner de la vie à des choses qui n'existent plus. C'est pas une question, c'est un commentaire. Okay. Mais j'ai une question pour M. Rochon. Question pour M. Rochon. Vous collectionnez beaucoup de choses que vous ne pouvez pas montrer, dans le sens où vous avez une réserve qui doit être remplie. Mais vous pouvez exposer un certain nombre de choses chez vous. Donc, est-ce que vous avez un plan à long terme, dans le sens qu'est-ce que vous allez faire, comme M. Pinault, par exemple, construire votre musée personnel quelque part, ou si vous êtes, pour l'instant, vous prêtez des œuvres sur demande à des musées, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est votre plan, au fond, avec votre collection? Comment vous voyez que ça va? Puis je parle, bon, l'horizon de votre propre vie, mais à un moment donné, si on pense à des horizons de 25, 50, 100 ans, est-ce que vous avez une vision à ce sujet-là? Bien, ce ne sera vraiment pas à Venise, là, mais j'aimerais ça un peu avoir, comme je disais dans la présentation, une espèce de musée voué à l'art de notre époque, là. Donc, c'est sûr que les œuvres que j'achète, idéalement, j'aimerais ça qui puisse être montré encore dans 30, 40, 50 ans et au-delà, là. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Ce n'est pas un plan très précis, là, parce que ça serait beaucoup trop prématuré pour ça, là. Mais bon, je pense qu'à mesure que le projet va se rapprocher de la concrétisation, s'il se concrétise, là, ben, là, je pense qu'on, rendu là, je verrai un peu les problématiques. Là, c'est sûr, il y a toujours des imprévus, puis sur un certain nombre d'œuvres d'art qu'on va acheter, il y en a qui vont être abîmées, brisées, irréparables. Là. Espérons juste que ça va être un ratio petit. Mais c'est sûr que on a des œuvres de Michel de Brouin, puis bon, il parlait de Bernard, de l'œuvre qu'ils ont au musée à Québec. Là. C'est du travail, les œuvres de Michel de Brouin. C'est ça. Il faut s'en occuper, puis
Il y en a que je me demande si dans 40-50 ans, ils vont fonctionner encore. Là. On a comme une perceuse, là, entre autres, il faut changer l'eau régulièrement parce que l'eau s'évapore. Donc, il faut faire attention parce que si on ne met pas d'eau, ben là, le moteur risque de tourner dans le vide puis ça pourrait brûler le moteur. Donc, faut s'en occuper. C'est pas quelque chose de simple. Là. Ben, c'est déjà un souci, puis ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Là, donc, pour ça, je dis dans 40-50 ans, mais je me dis, c'est des problèmes qu'on verra rendus là. On les adresse au fur et à mesure, puis ça ne sert à rien d'angoisser pour rien. Là. Donc, mais c'est toutes des choses qui sont solvables. Là. C'est juste de s'en occuper puis de trouver des solutions. Là. Ben, je ne peux pas m'empêcher pour répondre en partie. C'est un geste de collectionneur qui est absolument ahurissant pour nous. Mais François Giverny a acquis The Flux and the Puddle de David Atmed, qui est chez nous en ce moment pour 10 ans. Donc, c'est une espèce d'échange parce que je ne vois pas, pour avoir reçu les 45 caisses qui arrivaient du Danemark, et pour toujours entreposer les caisses, démonter, juste les caisses démontées, ça prend un volume extraordinaire. Je pense que tu n'aurais pas pu... je ne sais pas comment tu aurais pu faire pour gérer ce volume-là de caisses. Et donc, on a une entente avec François où on présente The Flux and the Puddle chez nous pour 10 ans. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de... c'est un geste d'une grande générosité de sa part vers nous. Et en même temps, il y a quelque chose de donnant-donnant quelque part parce qu'on peut gérer la pièce. Mais on a quand même fait ajouter, si je peux le dire, une clause dans le contrat. En fait, c'est moi qui l'ai fait ajouter parce qu'il y a des matières là-dedans. Dans tout le travail de David Atmed, il y a des matières dont on ne sait pas trop comment ça va réagir dans le temps et surtout pas dans des caisses, c'est-à-dire présentées à l'air libre, là, même dans des conditions contrôlées. Donc, il y a des trucs qu'on ne sait pas comment et donc c'est un test pour tout le monde. C'est-à-dire présenter une œuvre comme celle-là pendant 10 ans, en soi, c'est un défi, mais en même temps, c'est un geste d'une grande générosité de sa part. Emmanuel, est-ce que... OK. Emmanuel, moi, je fais juste... Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces discussions que je trouve vraiment passionnantes. Je voudrais revenir sur 3-4 choses. La première, c'est la date. Moi, il me semble qu'il faut être absolument juste avec ce qu'on raconte. J'ai présenté le cas du Minitel d'Eduardo Katz lors de ma présentation. Qu'Eduardo veuille faire une version avec une tablette dans une coque Minitel, il en a parfaitement le droit. C'est une réinterprétation d'une œuvre qu'il a faite en 1985. Il la montre en 2016 de cette façon-là. Sauf que ce qui est important, c'est de dire que c'est de 2016. Parce que le montrer en 2016, ça a aussi un sens. Ça raconte que aussi ça a un intérêt de montrer une œuvre sur Minitel de 1985 en 2016. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important, d'être juste avec ce qu'on montre. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai entendue et qui me semble très importante. C'est, bien sûr qu'il faut toujours essayer de sauver l'œuvre. Bien sûr, agir comme un médecin, finalement. Sauf que, pour moi, à part l'artiste, personne n'a le droit de décider d'un acharnement thérapeutique. C'est ça la chose. Donc, dès que l'artiste meurt, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire qu'après, il va falloir réinterpréter l'œuvre, donc s'arroger le droit d'interpréter un concept qui n'est pas toujours très clair, sauf, bien sûr, quand il s'agit d'art conceptuel. Mais lorsque nous parlons d'art du réseau, d'art numérique, etc., tout cela n'est pas nécessairement précisé. Donc, pour moi, c'est aussi important. C'est pour ça que j'allais un peu dans ce sens que vous avez gentiment décrit au départ. Et puis, je dirais encore deux choses. C'est qu'on a très souvent assimilé l'art numérique à la performance, en disant c'est un art qui a une certaine durée, etc., puis une fois qu'il est mort, on va le documenter, etc. Pour moi, ce n'est pas juste. C'est entre le bronze et la performance. Justement, c'est quelque chose d'un peu nouveau, et c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de creuser, à mon avis. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est un artiste qui va s'engager une maintenance sur 4 ans, en disant « ouais, sur 4 ans, ça va casser, etc. » Si on prend l'art du réseau, par exemple, le cas de l'Angelino tout à l'heure évoqué, mais on peut prendre aussi d'autres œuvres de NetArt, parfois c'est 6 mois. Hein, un changement d'API, c'est 6 mois, parfois moins. Donc, comment peut-il... Voilà. Par contre, la question qui peut être intéressante, nous, ce qu'on fait au Pas Mal, justement, c'est qu'on essaie aussi d'avoir une réflexion sur le calcul du risque.
c'est-à-dire d'une capacité de mesurer les capacités de préservabilité d'une œuvre en fonction des dispositifs technologiques qu'il utilise. Voilà. On sait qu'une œuvre d'objets connectés, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Voilà, mais malheureusement, ces œuvres-là sont aussi parfois les plus intéressantes parce qu'elles renvoient à une poétique du réseau. Mais c'est tout ce qui est connecté à Google. Je ne vais pas citer le nom d'un artiste très très connu aujourd'hui qui a été primé au niveau international le plus élevé, mais qui avait dans son catalogue une œuvre connectée à Google et qui l'a retirée de son catalogue, sachant pertinemment que sinon il en avait pour toute sa vie. Hein. Voilà. En admettant que Google existe encore dans 10 ans. C'est assez fascinant cette question de qu'est-ce qu'on fait avec une œuvre tant que l'artiste est vivant. La minute qui n'est plus là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais j'ai un cas de figure encore là qui n'a pas à voir avec l'art technologique, mais qui serait lié à une anecdote. Mais chez nous, les conservatrices qui étaient là prises avant moi se sont beaucoup investies du côté de l'esthétique relationnelle. Donc, ont acquis des œuvres, et donc c'était leur truc à elles. Et donc, bon, d'une part, moi, je n'ai pas le choix de continuer parce que ça fait partie de la collection maintenant, ça fait partie de l'ADN de la collection. Donc, même si ce n'est pas mon intérêt premier, puis c'est là la beauté de la chose d'être un généraliste aussi, c'est que d'être capable de se repérer un peu partout. Là. Et donc, je poursuis cette collection, mais pendant ce temps-là, c'est clair que pendant que cet aspect-là de la collection était développé, il y a des angles morts qui se font ailleurs. Bon. Mais j'ai remonté pour encore la même exposition, installation, une œuvre de Massimo Guerrera, qui est une œuvre vivante. On a même acquis de nouveaux, en fait, pour tout dire, c'est des sculptures qui très anthropo-biolo, machin, qui font référence au corps et donc ils ont même l'air de se transformer sur place. Et donc sur des tapis. Donc les tapis créent un espace symbolique de performance. Et là, d'une part, c'est assez fascinant de voir comment les gens se comportent là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'y vais toutes les semaines, juste constater. Et puis l'œuvre est toujours en transformation, même si on dit aux gens de ne pas toucher. Parce qu'en principe, c'est l'artiste qui devrait. C'est quand l'artiste est là qu'on peut commencer à déplacer des trucs. Mais moi, j'adore ça. Mais en fait, comme conservateur, je ne devrais pas, mais j'adore ça. Je laisse aller, puis je dis au gardien. Mais je ne devrais pas. Et je ne devrais pas le dire non plus en public. Mais par contre, c'est juste sur le web, hein, pardon. Et par contre, Massimo ne pouvait pas être là pour monter l'œuvre sur la période qu'on avait, nous, pour ouvrir l'exposition. Et il m'a dit, vas-y. Et donc, j'ai pris le cahier de charge, qui est un cahier de charge un peu impressionniste. Donc, ça dit surtout des trucs, c'est pas que ça dit que cette pièce-là doit aller là, c'est que cette pièce-là ne doit pas aller dans le même max qu'une autre. OK. Et donc, Massimo, ensuite, la semaine d'après, il est venu, il a changé 2 trucs, puis il a dit, je suis très content de voir comment tu as interprété l'œuvre. Et donc là, je me trouve encore là, choyé. C'est une expérience encore là extraordinaire pour un conservateur de faire partie un peu de la création. Mais parce qu'encore là, l'artiste m'a donné la permission, parce que sinon, je ne me serais jamais permis. Mais tout ce qu'on fait qui peut modifier une œuvre, ne serait-ce que d'un iota, mais c'est sûr qu'on va chercher la validation de l'artiste en autant que faire se peut. Et puis, on a obtenu des permissions aussi que l'artiste assume, même si au final, il n'est pas tout à fait content. Mais c'est là qu'on est rendu. C'est arrivé. Un truc de passer d'un projecteur à diapo. Parce que, honnêtement, tout simplement, parce que nous, ça nous arrangeait, parce qu'un projecteur à diapo, il faut que le gardien, tous les jours, aille l'allumer et l'éteindre. Et donc, on a demandé à l'artiste, est-ce qu'on peut transformer ça, donc transférer l'image, y aller avec un projecteur numérique qui est sur une minuterie. Et il a dit oui. Il était très, très, très content de l'image, mais ça changeait le type de luminosité. Et donc, c'est une œuvre qui jouait beaucoup sur la spiritualité. Et là, un peu moins. Il a dit, OK, cette fois-ci, mais pour la prochaine fois, on se reparle. J'ai dit, avec plaisir. Sauf que là, les dés étaient lancés. Là. L'œuvre de Sarasa que j'ai vue et que j'ai beaucoup aimée. Puis je me demandais si l'éclairage fait partie de l'œuvre, la façon qu'elle est éclairée. Moi, je l'ai vu quand ils l'ont monté. Là. Je ne suis pas retourné au musée après. Mais ça fait comme une ombre en arrière. Oui, c'est voulu, ça. C'est voulu? Oui, ah. oui. Mais oui. J'ai trouvé très intéressante cette parce qu'il y a plusieurs petites sources lumineuses dans le projecteur, mais il y a aussi d'autres lumières qui sont rajoutées. Il y a le bruit de la chute d'eau aussi là, qui est en arrière. Là. Donc, c'est vraiment une belle œuvre, ça.
Mais c'est drôle parce qu'ils ont beau avoir respecté comme un livre là, qui vient avec pour monter là. Elle n'est pas pareil que quand je l'ai vu dans la galerie la première fois. Il y a des petites différences là, parce que c'est presque impossible de reproduire exactement. Là. C'est un défi. Ouais, c'est un très gros défi. Là. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça va clore notre dernière conférence, notre dernière table ronde. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Ça a été des échanges vraiment fructueux. Je remercie le public qui a largement participé. Puis, et bonne fin de journée. Allô? Oui. Je ne vais pas vous garder très longtemps. Je voudrais juste dire un mot, s'il vous plaît, pour clore cet événement. Déjà, je voudrais remercier les participants à cette table ronde. C'était encore une table ronde vraiment riche aujourd'hui. Bon, je vais être assez rapide. Je voudrais quand même remercier le soutien qu'on a eu dans le cadre des 15 ans de Molière. Donc, le Conseil des arts du Canada, la Fondation Daniel Langlois, nos partenaires, le Centre canadien d'architecture qui nous accueillait ici, Hexagram et le Goethe Institute. Je voudrais aussi remercier le comité éditorial avec qui ça a été vraiment un plaisir de travailler. Ça a été vraiment un travail, j'ai trouvé, qui était où chacun s'est vraiment beaucoup impliqué. Et je trouve que le résultat, ça se voit dans le résultat. Donc je vais redire les noms. Mathieu Biederman, André Duchesne, Ying Gao, Daniel Langlois, Dominique Moulon et Marie Perrault. Donc bravo à tous. Je voudrais aussi remercier l'équipe, donc André Duchesne, Justine qui a fait un excellent travail. Merci beaucoup Justine. Vincent Brault à la technique, David Beaulieu qui est notre président et qui a voulu s'impliquer en faisant la vidéo en streaming. Les graphistes d'Ébène et de Blanc qui ont fait un excellent travail aussi, que je veux remercier. Marie pour l'exposition qui a été vraiment magnifique. Bravo pour cette expo. Elle va être marquante pour Molière. Et puis, il y aurait beaucoup de monde encore à la Fondation Daniel Langlois, Ludovic Carpentier. Au Centre canadien d'architecture, Véronique Moine et Christine Dalveldov. Au Goethe Institute, Katia Melzer et Kaïssa Tikanen. Hexagram, Marc-André Cossette, Nathalie Lafortune. Notre conseil d'administration, c'est ça. Et puis aussi, je voudrais remercier Johanna à la photo et des bénévoles, donc Cécile, Adeline, Quentin, Hilda et Flore Anne. C'était vraiment apprécié votre aide. Donc merci à tous, merci au public, merci aux participants. Et merci au public. Et donc, je voudrais aussi signaler qu'on va avoir donc une publication qui sera sur le site de la Fondation Daniel Langlois, donc une publication en ligne, histoire de garder une trace donc qui sera importante et puis qui va nous permettre d'avoir des médias, vidéos, photos aussi. Toutes les vidéos qui ont été en streaming vont être mises en ligne et organisées prochainement. Donc c'est ça, je pense que j'ai fait un peu le tour pour les remerciements. J'espère que j'ai oublié personne. Ah oui, merci. Merci. Et un dernier petit mot au sujet de la collecte de fonds qu'on a mis en place dans le cadre donc, des célébrations de 15 ans, des 15 ans de Molière. Je veux remercier encore le soutien qu'on a eu auprès des donateurs jusqu'à présent.
Donc ça va nous permettre de continuer à organiser des événements gratuits et accessibles à tous, à présenter des artistes talentueux d'ici à l'étranger. Donc la collecte de dons va se poursuivre jusqu'au 15 décembre en ligne, où toute l'info est sur notre site ou à l'accueil aujourd'hui. Donc c'est ça, puis je remercie encore le CCA. Et donc c'est ça. En tout cas, merci à tous.